Bonsoir à tous. Vous allez bien? Nous sommes ravis avec Laurent Bazin de démarrer ces conférences et cette conférence ce soir. Et je vous salue de la part de Monsieur le maire qui ne peut pas être présent ce soir, mais qui vous salue. Mesdames et messieurs, chers amis, nous poursuivons aujourd'hui notre cycle des entretiens d'ici, consacré au pouvoir des mots dans des domaines variés. En septembre, nous avons abordé l'art du mot juste avec Maître Bertrand Perrier, puis le storytelling avec Dominique Volton. En février, c'est l'engagement littéraire et politique de Voltaire et de Zola qui a été évoqué, puis la place des mots dans le 7e art avec Maître Emmanuel Leclerc. Nous sommes ravis de vous recevoir, Monsieur Bazin, mais vous connaissez nos conférenciers précédents, pour aborder un genre littéraire qui bénéficie depuis quelques années d'une présence de plus en plus forte. Les dystopies sont en effet partout. L'univers sombre qui les caractérise séduisent adultes et enfants dans des romans, des films, des séries télévisées et même des jeux vidéo. Laurent Bazin, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Saclay. Vos travaux portent sur les littératures de l'imaginaire et les fictions pour adolescents et jeunes adultes, auxquels vous avez consacré plusieurs ouvrages et de nombreux articles. Ce soir, Monsieur Bazin, vous allez nous expliquer les caractéristiques d'une dystopie et ce qui la distingue d'une contre-utopie et d'une utopie. Vous suivez ? Vous nous direz pourquoi ces récits opèrent une telle fascination sur la population. Ces univers angoissants, parfois même morbides, ont une liberté de parole qui permet de mettre en évidence les tensions et les obsessions des sociétés contemporaines. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que le dernier entretien d'ici se tiendra le jeudi 12 mai en présence de Bernadette Bricou, que vous connaissez, qui viendra évoquer le sens caché des contes. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Et voilà. Ah, il est certainement mieux maintenant. Je suis très heureux d'être ici et très impressionné. J'interviens très souvent devant des publics de lycéens, d'étudiants, moins. Je ne me rends pas compte à quel point vous avez l'habitude de pratiquer ce type de genre, qui n'est pas simplement littéraire mais culturel en général. Donc j'espère que je ne vais pas trop vous déstabiliser, vous déranger. En tout état de cause, je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi, depuis une dizaine d'années, j'ai choisi de m'intéresser à ce type de production. Quand j'étais étudiant, les dystopies se comptaient sur le doigt de la main. Tout le monde avait entendu parler peu ou prou des grands classiques qu'étaient le meilleur des mondes, ou 1984, et puis c'était à peu près tout. Les publics lettrés, cultivés, pouvaient rajouter là-dessus Nous autres, La Calocaïne, Fahrenheit 451. Mais globalement, la dystopie, c'était un petit univers, un tout petit microcosme littéraire que les spécialistes rangeaient dans la boîte des science-fiction politiques et qui était réservé à une petite élite cultivée qui s'intéressait aux expériences de pensée portant sur le devenir des sociétés. Un millénaire plus tard, les dystopies sont partout. Partout. Elles sont partout dans les pratiques culturelles. Je commencerai par vous le montrer tout à l'heure en vous montrant qu'elles sont là à la fois dans les littératures, les séries télé, les films, les jeux vidéo, les musiques et même les publicités. Et elles sont même dans notre monde contemporain. Il suffit de s'arrêter quelques instants sur l'actualité militaire, sanitaire, politique,
pour se rendre compte que la dystopie est au fond un peu partout dans notre réel d'aujourd'hui. Donc ce que je me propose avec vous, c'est d'essayer de se demander d'abord ce dont il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'une dystopie, pourquoi parle-t-on de dystopie, pourquoi tant de journalistes aujourd'hui qui rendent compte des événements de l'actualité utilisent le mot dystopie ou dystopique pour parler des événements contemporains. D'où ça vient? Quand est-ce que ça a commencé? Et je vais m'efforcer de vous proposer une lecture de beaucoup plus grande ampleur que celles qui sont en usage habituellement. Et enfin, qu'est-ce que ça nous dit du monde contemporain? Donc, je vous propose une présentation en 3 grands temps, un petit panorama de la dystopie aujourd'hui, pour vous en montrer quelques-unes, pour que vous puissiez avoir des titres de référence, et pour vous montrer qu'elle est effectivement omniprésente dans les pratiques de consommation culturelle du XXIe siècle. Ensuite, une réflexion que je vais essayer de faire plus longue que de coutume, en essayant de se demander d'où vient la dystopie. Et enfin, de proposer quelques éléments d'interprétation de ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Donc la dystopie aujourd'hui. Avant qu'on commence à parler de dystopie, peut-être faut-il faire une toute première définition. J'aurai l'occasion de revenir, évidemment, sur mes définitions, puisque c'est un peu l'objectif de ma présentation que de dépasser les usages communs, le sens habituel, pour affiner un peu la réflexion. Mais qu'on soit à peu près tous d'accord, pour que si je vous parle de dystopie, vous voyez ce dont il est question. Utopie, comme vous le savez, c'est un nom qui vient de l'ouvrage de Thomas More, dont on verra tout à l'heure quand et pourquoi il a été publié, et qui était un jeu de mots. Hein, utopie en latin, ça renvoie au complexe U, le privatif, ce qui n'est pas, ce qui est privé de, et topos, le lieu. Donc une utopie, c'est un non-lieu, un lieu qui n'existe pas, quelque chose qui, une expérience de pensée, quelque chose qui vit dans l'imagination. Et c'est en même temps un jeu de mots, parce qu'en publiant un livre en anglais qui s'appelait Utopia, Thomas More jouait sur le suffixe grec you, qui veut dire heureux. Donc une utopie, c'est à la fois un non-lieu et un lieu heureux. Donc on comprend bien, une utopie, c'est un récit qui se passe dans un univers imaginaire et qui va nous présenter un idéal de bonheur. Et donc, on va considérer, à ce stade, au moins pour commencer, que la dystopie, c'est un lieu qui dysfonctionne, qui pose problème, donc un lieu qui dérange plutôt que rassure ou séduit. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les dystopies sont partout. Les textes que vous voyez ici ne sont peut-être pas les livres que vous dévorez chaque jour, mais ça fait partie des plus grosses ventes de l'édition aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les fictions de l'imaginaire. Vous savez, toutes les fictions qui se passent, qui n'ont pas pour but de représenter le monde tel qu'il est autour de nous, mais d'imaginer des univers fantastiques, surnaturels, scientifiques, dans lesquels on met en scène des sociétés conflictuelles. Vous reconnaissez au moins quelques grands noms, par exemple Stephen King ou Alain Damasio. Donc voilà, ce sont des œuvres qui ont une très grosse diffusion aujourd'hui. Je ne voudrais pas que vous pensiez, et beaucoup de gens le croient, que la dystopie est réservée au genre mineur, est réservée aux cultures populaires, pour ne pas dire aux cultures de masse. La dystopie est pratiquée aussi par des auteurs de littérature très classiques. Hein, si vous regardez dans le paysage contemporain, vous voyez que vous avez certainement entendu, peut-être pas Blandine Le Calais, mais Jean-Christophe Ruffin, Le Clésio, Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, sont des auteurs qui ont chacun estimé important de produire une dystopie. Et vous avez le récent roman, qui date donc de 2015, de Boualem-Sansal, 2084, La fin du monde, qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Donc dystopie ne veut pas dire mauvais genre, ne veut pas dire récit de Kedgar, hein, récit qu'on lit sous le manteau pour s'encanailler. Dystopie et grande littérature vont ensemble. Je vais vous en donner une autre preuve, et je vais vous montrer par exemple
quelques auteurs étrangers de grande notoriété, comme Margaret Atwood, Paul Auster ou Philippe Roth, qui ont écrit tous les trois des dystopies. Et puis, un dernier exemple, et là, pour vous mobiliser un petit peu, je vais vous poser un petit quiz. Voici 8 textes. Moyan, Saramago, Grasse, Kutze, Ishiguro. Les Chronicles de Soyinka qui n'ont pas encore été traduits en français parce qu'elles sont sorties l'an passé, mais ça ne va pas tarder. Tokarczuk et Peter Handke. Ce sont donc 8 dystopies. Quel est le point commun entre ces 8 livres ou entre ces 8 auteurs? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Il aura 50 points de considération offerts gracieusement pour avoir trouvé la solution. Personne? Ce sont tous des prix Nobel de littérature. Ah, ça bouge un peu nos représentations. Hein, on se dit, allez, je vais m'encanailler dans une conférence sur la dystopie, on va nous parler de sous-genres, de mauvais genres, de science-fiction, de choses comme ça, mais pas du tout. La dystopie, c'est quelque chose qu'on trouve partout. De la littérature, effectivement, de Kierkegaard, jusqu'aux littératures qui font les prix Nobel de littérature. Donc, elle est partout. Alors, elle est beaucoup, c'est important que vous le sachiez, dans les lectures des adolescents et des jeunes adultes. Il faut savoir aujourd'hui que les jeunes générations du XXIe siècle lisent énormément de ces dystopies. Quand je dis énormément, c'est des textes comme ceux-là, dont vous avez certainement entendu parler au moins de nom, même si vous ne les avez pas lus, Le Labyrinthe, Battle Royale, Hunger Games, Gone ou Divergente. Pour vous donner une idée des chiffres de diffusion, on parle de livres qui sont publiés à 500 millions d'exemplaires, donc qui ont 500 millions de lecteurs. C'est considérable. Aucun auteur français n'a autant de lecteurs dans l'histoire de la littérature. Donc ce sont des livres qui répondent à un vrai besoin des jeunes générations. Alors si vous avez la curiosité de vous lancer dans ce genre de choses, je vous signale que la France fait beaucoup de dystopies pour adolescents de très grande qualité. Vous avez ici des auteurs qui écrivent des dystopies tout à fait remarquables. Pour des gens qui découvriraient cet univers, je conseillerais par exemple Jean-Claude Mourleva, qui est un texte très facile d'accès. Mais bon, ça, ce sont des best-sellers en France pour les jeunes ados que tous les jeunes de lycée, par exemple, aujourd'hui, connaissent bien et s'arrachent. Bien entendu, il y a de la dystopie dans le roman graphique. Vous avez probablement entendu parler du roman graphique qui s'appelle V pour Vendetta, parce qu'il a fait l'objet d'une adaptation cinématographique assez connue. Vous l'avez bien entendu au cinéma, là encore, avec des œuvres qui ont été des blockbusters de la production cinématographique, par exemple Matrix. Vous l'avez dans le cinéma pour adolescents. Tous les adolescents connaissent par cœur les univers qui sont montrés ici. Vous l'avez dans les séries télévisées. Tous les grands canaux aujourd'hui de la série télévisée ont chacun leur dystopie. Il y en a au moins une dont vous avez probablement entendu parler, celle du haut qui s'appelle Black Mirror. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un schéma très intéressant. J'en ai un peu parlé tout à l'heure avant de venir ici, parce que c'est un schéma un peu dérangeant. Le principe, c'est que chaque série montre un épisode différent. On prend quelque chose de notre société d'aujourd'hui, quelque chose qui est répandu, un phénomène technique, scientifique, sociétal. Et on imagine une société dans laquelle c'est devenu la règle, pour tout le monde. Par exemple, vous savez tous qu'aujourd'hui, tout le monde évalue ce qu'il consomme. Vous évaluez votre course de votre taxi Uber, vous évaluez votre livreur Amazon, vous évaluez le restaurant dans lequel vous êtes allé manger, vous évaluez l'hôtel dans lequel vous mettez un avis, une notation, etc. Eh bien, la série se dit, imaginons une société dans laquelle tout est noté. Tout est évalué, tous nos gestes quotidiens. Je sors de chez moi, je rencontre ma voisine, elle me fait la tête, eh bien je vais l'évaluer, et elle m'évaluera aussi.
Et au bout du compte, mon statut dans la société dépend de mes évaluations. Vous m'avez mal évalué, j'étais de mauvaise humeur, monsieur m'a mal évalué parce que je l'ai poussé dans l'escalier. Et après, ben, ça va modifier mon accès au régime de santé, parce que j'ai une mauvaise évaluation. Donc l'intérêt de cette série, c'est de se dire, on va prendre un aspect de notre réalité qui existe aujourd'hui, avec lequel nous composons tous les jours, et on nous oblige à dire, et si on en faisait une règle générale? Et bien entendu, on découvre que c'est inadmissible, que c'est dérangeant, que c'est problématique. Donc vous avez beaucoup de séries comme ça. Vous avez, alors ce sont des genres que vous connaissez probablement moins, qui sont très consommés par les jeunes, qui sont les mangas ou les films animés, les jeux vidéo. L'immense majorité des jeux vidéo joués par les jeunes générations d'aujourd'hui sont des jeux dystopiques. Beaucoup d'univers musicaux sont composés autour de dystopies, c'est-à-dire que les créateurs se disent, au lieu de faire un ensemble de chansons déconnectées, je vais imaginer un monde dystopique et je vais en faire un univers de chansons. Et vous le retrouvez même dans la publicité. Alors je ne vais pas nommer enfin il y en a un qui s'est nommé tout seul, je ne peux malheureusement plus rien faire, mais vous voyez, vous retrouvez des publicités commerciales d'entreprises assez connues qui utilisent la dystopie. Alors je vais vous en montrer une. La toute première publicité dystopique à la télévision. Elle date, elle a plus de 30 ans. Je ne vous dis pas d'où elle vient, je ne vous dis pas à quelle époque elle a été faite, vous allez le retrouver donc tout seul. Ça nous mettra un petit peu dans l'esprit. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory thoughts. Our unification of the rules is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bon, c'est donc une publicité dystopique très brillante, sortie en 1984 pour faire référence à l'univers de Orwell. Donc vous avez compris que les dystopies, ce n'est pas juste un genre. Ce n'est pas juste une étiquette que vous trouviez en allant à la FNAC, par exemple, où vous dites, vous allez dans le rayon science-fiction, est-ce que je peux voir le rayon, la sous-catégorie dystopie? C'est beaucoup plus qu'un genre. C'est un bien de consommation culturelle qui fait partie de notre quotidien. Il y en a partout. On ne peut pas y échapper. La question que je me pose dans ce cas, c'est est-ce que c'est juste une mode? Est-ce que, voilà, pendant 10 années, c'est un truc des publicitaires pour nous vendre de la dystopie, en nous disant, ben voilà, il faut en lire, il faut en regarder, il faut en écouter, il faut en consommer, il faut en jouer? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Est-ce que c'est un mode de pensée qui fait partie de notre culture? Par notre culture, j'entends la culture occidentale. Et en fait, c'est l'idée que je voudrais vous proposer ce soir, c'est de vous dire que les dystopies, ce n'est pas du tout une mode éditoriale, un gimmick du marketing pour vendre certains produits. C'est une façon de penser qui fait partie de la civilisation occidentale depuis le début. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc de vous montrer que c'est moins, c'est mon hypothèse, moins un effet de mode qu'un mode de pensée. Alors, souvent, quand on parle de la dystopie, si vous regardez Wikipédia ou que vous allez ouvrir des manuels de littérature, on va vous dire la dystopie, c'est un genre qui est né au XXe siècle, avec des grands auteurs, nous autres, Le meilleur des mondes, 1984, Bradbury. Donc la dystopie, c'est le genre littéraire né dans la deuxième moitié du XXe siècle. Sauf que, dès qu'on creuse un peu les choses, on se rend compte qu'on entend parler de dystopie, de cacotopie, bien avant, dans le discours politique, par exemple. Dans le discours politique en
en Angleterre, on traite ses adversaires politiques de dystopiens. C'est un peu comme si à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, la grande insulte, ce serait de dire espèce de dystopien. On trouve même le mot dystopie dans la littérature dès le XVIIe siècle, dès le XVIIIe siècle, pardon. Donc voilà, on ne peut pas dire que la dystopie est née au XXe siècle à partir du moment où on a déjà commencé à l'utiliser en contexte culturel auparavant. On dit souvent que la dystopie parle de politique, mais on trouve des dystopies qui abordent d'autres sujets, l'écologie, la société, la psychologie, etc. Et puis, ça c'est un point sur lequel je vais passer quelques instants, on se dit dystopie contre utopie, tout ça c'est la même chose. Ça veut dire, en gros, la dystopie c'est le contraire de l'utopie. Mais le langage a rarement comme habitude de garder plusieurs mots qui ont le même sens. En général, quand deux mots ont exactement le même sens, l'un des deux disparaît dans l'histoire. Donc si les deux restent, c'est qu'ils renvoient à deux choses différentes. Donc je vais vous proposer la définition suivante. La contre-utopie, c'est le contraire de l'utopie, l'inverse de l'utopie. L'utopie, c'est le lieu parfait, la contre-utopie, c'est le lieu totalement non parfait. L'utopie, c'est le paradis, la contre-utopie, c'est l'enfer. L'utopie, c'est la civilisation, l'humanité, le progrès. La contre-utopie, c'est la barbarie, l'animalité, la régression. Très souvent, dans l'histoire de la culture, en France ou en Europe, on a eu des œuvres qui montraient une utopie et une contre-utopie. Par exemple, vous prenez les voyages de Gulliver, de Swift. Dans ces voyages, alors vous connaissez tous la partie où il rencontre des géants et il rencontre des nains, on sait moins que dans les voyages suivants, il rencontre une utopie, les Wim, un pays de chevaux qui ont établi une république sage, éclairée, dans laquelle tout le monde se respecte, et une contre-utopie, le monde des hommes, qu'il appelle d'ailleurs les Yahoo. Ceux d'entre vous qui connaissent le navigateur qui s'appelle Yahoo, ça vient de Swift, et qui montre un univers barbare dans lequel on se déchire et on s'en sauvage. On le trouve dans beaucoup de littérature. Au XIXe siècle, par exemple, peut-être connaissez-vous l'ouvrage de Jules Verne qui s'appelle « Les 500 millions de la Bégaume », dans lequel il y a une utopie, Franceville, une contre-utopie, Stahlstadt, mais il ne faut pas oublier que ce livre est écrit après 1870, donc dans la logique revancharde qui oppose la France et l'Allemagne. Donc on voit bien le principe de utopie, contre-utopie, le plus, le moins, et la dystopie dans tout ça. Alors pour comprendre d'où vient la dystopie, je vous propose de repartir au tout début, de remonter jusqu'à 1516. Alors là, vous ne vous y attendiez pas. Vous étiez venu vous encanailler dans une conférence sur le genre de la dystopie aujourd'hui. Voilà qu'on va vous parler de Thomas More, l'utopie de la Renaissance. L'utopie de la Renaissance, c'est la première fiction utopique de l'histoire. Bien sûr, elle s'inspire de courants culturels qui l'ont précédée, la mythologie, la philosophie, la théologie, ça va chercher du côté de l'âge d'or, de Hésiode, d'Homère, de la République de Platon, de la Cité de Dieu de saint Thomas. Mais ça combine l'ensemble de ces influences dans une fiction qui représente une cité qui serait la cité idéale. C'est un livre qu'on ne peut pas comprendre tout seul. C'est un livre qui s'inscrit dans l'esprit du temps. Au même moment où Thomas More écrit l'utopie, Rabelais écrit Gargantua, d'autres auteurs proposent des utopies à peu près similaires, et au même moment, des cosmologues commencent à proposer une nouvelle vision, une nouvelle perception de l'univers. D'ailleurs, quand on regarde les représentations graphiques des cités dans les utopies du XVIe siècle, More ou Denis par exemple, et les représentations du ciel dans les cosmologues de la même époque, on voit qu'elles sont représentées exactement de la même manière. Donc il y a une convergence de pensée à cette époque. De la même manière, les cités idéales présentées dans les utopies littéraires se retrouvent dans les cités présentées par les architectes de la même époque.
Comment comprendre cette évolution à la Renaissance? Vous savez toutes et tous que la Renaissance, c'est un changement de paradigme. Pendant tout le Moyen-Âge, on a été dans un modèle de l'ascension. Le point de référence, c'était Dieu. Il s'agissait de toute la vision sociétale et de dire il faut élever l'homme vers le divin. Donc s'intéresser non pas à ce qu'on voit, non pas au visible, mais à l'invisible, et s'élever par le biais de la spiritualité. Alors qu'à partir de la Renaissance, d'un seul coup, on se dit bon, il y a certes toujours cet axe qui existe, mais il y a un nouvel axe qui est devant nous, l'axe de l'espace, le modèle de l'expansion. Il faut se déployer sur la Terre, il faut explorer la Terre. C'est le début des grandes explorations. Il faut aller à la rencontre de l'homme, et pas simplement l'homme tel qu'on l'imagine, mais l'homme tel qu'on peut le rencontrer dans nos voyages. Donc on bascule vraiment d'un modèle à un autre, du modèle de l'autre monde, un jour on arrivera à l'autre monde, au modèle du nouveau monde, le monde qu'on peut changer, le monde qu'on peut faire évoluer. Et on voit que c'est à la fois dans l'idée de la pensée, le nouveau monde, c'est le monde utopique que je peux essayer d'imaginer par ma spéculation intellectuelle, et c'est aussi ce monde que je peux aller explorer en allant à la rencontre d'autres civilisations. Donc au Moyen-Âge, à la Renaissance, vous avez deux courants qui se développent au même moment, tous les écrits philosophiques qui essayent d'imaginer de nouvelles façons de penser la réalité, la société, Bacon, Erasme, Montaigne, Ficin, Calvin, et puis des récits de voyage, des voyageurs qui, eux, parcourent le monde, essayent de découvrir d'autres peuples, essayent de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sociétés meilleures que la nôtre, ou différentes, ou qui pourraient nous aider à réfléchir sur la nôtre. Et donc l'utopie de Thomas More, vous voyez que c'est la rencontre de ces deux courants. C'est à la fois un écrit philosophique et à la fois un récit de voyage. Je voyage, j'imagine que je rencontre une île, cette île, elle est parfaite, donc je vais vous la présenter. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait relu l'utopie de More hier soir, avant de venir, donc je vous la résume en quelques mots. C'est une société qui se présente comme une société idéale au nom de l'égalité. 54 villes, toutes le même plan, tous les mêmes établissements publics. La langue, les lois, les mœurs, les institutions sont les mêmes dans les 54 villes. Possession commune. Pas de monnaie, chacun se sert au marché en fonction de ses besoins. Pas de valets, pas de nobles, pas de hiérarchie. Donc a priori, une société idéale, puisque tout est le même pour tout le monde. Mais quand on creuse un peu la chose, on se rend compte que cette utopie est un peu contraignante quand même. Il faut déménager tous les 10 ans, l'oisiveté est interdite, tout le monde doit accomplir un service agricole. Et puis surtout, on n'a pas le droit d'échapper à l'utopie. En cas de tentative d'évasion d'utopie, le citoyen perd sa qualité d'homme libre et devient esclave. Donc c'est une utopie qui impose un modèle d'égalité, le même modèle d'égalité pour tout le monde. Nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc nous allons vous l'imposer. C'est donc une utopie qui impose l'uniformité. Mais quand on regarde un peu cette utopie de Thomas More, on se rend compte que justement, elle est plus ambiguë qu'on ne le croit. Le fleuve principal qui court dans l'utopie de Thomas More s'appelle le fleuve Anhydre, ce qui veut dire le fleuve sans eau. La ville, la capitale de l'île, s'appelle l'Amorote, la ville sans lumière. Le narrateur qui raconte le récit, il y en a deux en fait, qui discutent entre eux. Un qui s'appelle Iflodeus, ce qui veut dire le menteur, le bonimenteur, le battleur, celui qui raconte des balivernes. Et l'autre qui s'appelle Moros, le fou. Donc une utopie qui, finalement, dysfonctionne, pose problème. Comme le dit le narrateur, un grand nombre de choses me paraissent absurdes dans les lois et les mœurs des utopiens. Je ne peux pas consentir à tout ce qui a été dit par cet homme. Vous comprenez où je veux en venir? On croit souvent qu'à la Renaissance est apparu dans l'histoire de la pensée un modèle de réflexion qu'on a appelé l'utopie, qui était une façon d'imaginer des sociétés idéales. Et que bien plus tard, 5 siècles plus tard, on a commencé à imaginer des contre-exemples qui seraient les dystopies ou les contre-utopies. Je pense, moi, que la dystopie est apparue en même temps, que le texte de More présente
à la fois une utopie et une dystopie. Il nous dit, voilà ce qu'on pourrait faire si on se donne un objectif commun, et voilà les dangers qu'il y a à vouloir uniformiser un objectif commun. Pour vous le prouver, je vais faire une petite digression en vous montrant des images et en vous parlant de la relation qu'il y a entre More et Holbein. Holbein, vous connaissez, c'est deux frères qui ont un atelier en Allemagne, à la même époque que More, et à qui Thomas More confie la première gravure, la première illustration de son utopie, celle que vous voyez à droite de votre écran. Donc il fait cette image. More, Holbein, vous les connaissez probablement parce qu'ils ont fait leur tableau le plus connu qui s'appelle Les Ambassadeurs. Tout le monde a déjà vu ce tableau? Non? C'est un des tableaux les plus connus de la Renaissance. Je vais vous en parler un petit peu et vous allez voir pourquoi. Ce n'est pas hors sujet, ne vous inquiétez pas. C'est un très grand tableau, 2 mètres sur 2 mètres. Et c'est un tableau qui a été pensé pour faire partie d'un dispositif. Il a été pensé pour accueillir des ambassadeurs qui venaient voir un roi. Et on disait, quand vous allez voir le roi, on va vous faire rentrer dans cette pièce, là, vous allez rentrer par ici, et vous devez sortir là-bas, tout au bout de la pièce. Et vous avez au fond de la pièce ce tableau. Vous entrez et vous allez marcher pendant 5 minutes vers ce tableau. Et donc vous allez le regarder, vous allez réfléchir. Alors quand vous voyez le tableau de loin, vous voyez plein de symboles. Le symbole de la puissance, de la force, de l'aristocratie, de la religion, de la richesse, de la diplomatie religieuse. Donc vous vous dites, ah, c'est très bien. En fait, on me montre le pouvoir. Le pouvoir politique, à gauche, le pouvoir religieux, à droite. Au fond, vivre en société, c'est avoir le pouvoir. Puis vous avancez dans votre pièce, parce que vous devez aller à votre rendez-vous avec votre roi, et vous commencez à voir des détails que vous ne voyez pas au début. Vous voyez le globe, les instruments de mesure du temps, les instruments de musique, le livre d'arithmétique, le livre de chant. Et là, vous vous dites, ah, peut-être que j'ai été trop vite dans mon analyse. En fait, ce qui compte dans une société, ce n'est pas le pouvoir, c'est le savoir. Et là, on me montre une utopie du savoir. Et puis j'avance, parce qu'il faut bien que j'aille jusqu'à ma sortie. Et là, je vais voir des choses que vous ne pouviez pas voir quand vous le voyez de loin. Je vais voir, par exemple, qu'il manque des flûtes dans l'étui, des instruments de musique. Je vais voir que le luth a une corde brisée, donc que je ne peux pas jouer avec. Je vais voir que les instruments de mesure du temps sont tous désynchronisés entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas les utiliser pour mesurer le temps. Je vais voir que le livre qu'on m'a montré est ouvert à la page de la division. La division mathématique, mais aussi la division politique, religieuse. N'oubliez pas que ce tableau est fait à l'époque de la Réforme. De la divergence, de la tension, de l'opposition. Je vais me rendre compte que le globe, en fait, est retourné, est tombé par terre et qui s'est renversé. Je vais me rendre compte, si je vais encore plus près, si je mets le nez sur le tableau, que les noms de villes ont été perturbés, ont été modifiés. C'est plus Britannia, c'est Prytania, c'est plus Paris, c'est Bari. Bref, que ce tableau que je croyais parfait, utopique, est en fait un tableau qui dysfonctionne, qui pose problème. Et quand j'arrive au pied du tableau, je vois cette tache. Alors certains d'entre vous connaissent déjà la clé de l'énigme, bien sûr. Vous vous rappelez, quand vous avez vu ce tableau au tout début, vous n'avez peut-être pas fait attention, parce que je l'ai caché sous mon petit slide jaune. En fait, sous le petit carré jaune, il y a cette tache que vous voyez en bas. Et vous dites, tiens, c'est quand même bizarre cette tache-là. Bon, on vous dit qu'il faut sortir par la porte à droite, donc vous sortez. Et à la dernière seconde, quand même, parce que c'est très perturbant cette tache, vous vous retournez. Vous regardez le tableau avec une perspective différente, et là, vous découvrez qu'en changeant votre angle de vue sur le tableau, cette tache que vous ne compreniez pas est en fait un crâne. Symbole de la vanité de toute démarche. L'ambassadeur qui est rentré s'est dit « Je suis tout puissant, je représente le pouvoir ». Il a réfléchi pendant tout son trajet, il s'est dit « Peut-être que derrière le pouvoir, il faudrait que je m'intéresse au savoir ». Il arrive au pied du tableau, il se dit « Je suis poussière et je reviendrai
poussière. C'est ce qu'on appelle en peinture une vanité, c'est-à-dire un tableau qui vous oblige à comprendre, à vous rappeler que derrière la vie, il y a toujours la mort. Et d'ailleurs, dans le texte de mort, il y a exactement le même épisode. Un épisode d'ambassadeurs qui sont tous vaniteux et qui sont représentés exactement dans l'utopie de mort, comme dans le tableau de Holbein. Donc ils se connaissaient très bien, Mort et Holbein. Ils faisaient la même chose. Et d'ailleurs, l'utopie de mort a un immense succès en Europe. Très très vite, elle est publiée dans tous les pays, elle est traduite dans toutes les langues, et donc Mort est obligé de faire une réédition. Et donc, comme il doit faire une réédition, il doit faire une nouvelle illustration. Et il appelle, enfin plus exactement il écrit, parce qu'à l'époque on ne faisait pas des SMS, il écrit au Holbein, c'est comme ça qu'on sait ce qu'il leur disait. Et il leur dit, je voudrais que vous changiez un peu cette gravure. Elle était bien, elle était pas mal, mais il leur donne des consignes. On peut voir très exactement ce qu'il a demandé. Il dit, je ne veux plus un château au milieu, je voudrais que vous déplaciez, qu'il y ait un puits ici, je voudrais que vous déplaciez le bateau un peu vers la droite. Donc il fait refaire une deuxième gravure au Holbein, qui est la gravure que vous voyez à votre droite. Et là, bien sûr, votre œil perçant et aiguisé aura compris l'esprit de la démarche de Mort. Essayez quelques instants de regarder la gravure de droite en plissant les yeux, en fermant légèrement les yeux, en essayant de voir les grandes masses de la nouvelle utopie. Vous voyez ? Je vous aide. Ce qui l'a fait dessiner au Holbein, c'est un crâne. C'est-à-dire que Mort a fait montrer au Holbein exactement ce qu'ils ont montré dans le tableau des ambassadeurs. Vous croyez que c'était une utopie ? Faites attention, derrière toute utopie, il y a un potentiel de mort. D'accord ? Et Mort, qui est un grand érudit qui adore jouer avec les mots, signe son livre de son nom à lui en latin, Thomas More, Thomas Mori, et Mori, ça veut dire bien entendu la mort. Rappelle-toi de la mort. Et donc, j'en arrive à l'hypothèse suivante, que la dystopie, au fond, c'est le rappel du danger qui se cache dans toute utopie qui se voudrait trop uniformisante, qui dirait « nous savons quelle est la vérité, nous allons l'imposer à tout le monde, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc nous allons vous l'imposer », et de dire « ben voilà, ce genre d'utopie, elle est vouée à l'échec ». Donc, Mort, dans son livre, dit « il faut penser de manière oblique, il faut faire un pas de côté. Si je regarde ce crâne de face, je ne vois rien, je vois une tache blanche. Si je fais un pas de côté, je vois d'un seul coup un crâne. » La dystopie, c'est l'idée qu'il faut changer de point de vue. Je suis dans une société, tout le monde me dit « elle est très bien cette société, ne vous inquiétez pas, on l'a pensée pour vous, c'est le bonheur, nous savons. » Mais si je fais un pas de côté, si je commence à regarder ce qu'on me propose, peut-être je peux commencer à changer mon point de vue, à découvrir un sens différent, à proposer une interprétation légèrement différente. C'est d'ailleurs intéressant. En médecine, une dystopie, c'est une maladie qui fait que les deux orbites sont décalées. C'est-à-dire ne vont pas voir la réalité de la même manière. Coïncidence, je ne crois pas, comme on dit dans les jeunes générations. Donc vous comprenez ce que c'est pour moi que la dystopie. La dystopie, ce n'est pas du tout une contre-utopie. La dystopie, c'est le processus mental qui me fait me rendre compte que derrière toute utopie, il y a un potentiel de contre-utopie. Que toute utopie, parce qu'elle est trop généraliste, trop uniformisante, trop systématique, met la liberté en danger. Donc la dystopie, au fond, c'est un changement de perspective. J'ai vu une ville, j'ai cru qu'elle était parfaite, et en regardant de l'intérieur, en regardant d'un peu plus près, en me penchant sur son fonctionnement, je me rends compte qu'elle a un potentiel de négativité. Donc voilà des exemples de dystopie, par exemple, dès le XIXe siècle. Samuel Butler et Rewan
un personnage qui traverse les montagnes, tombe sur une cité, il se dit c'est extraordinaire, ils sont parfaits ces gens-là, ils sont sages, cultivés, courtois, ils s'entendent bien, les lois sont bien réglées. Et puis en fait, il creuse, il se dit il y a quand même des choses qui me dérangent, ils n'ont pas l'air tous très heureux, il y a peut-être des inégalités ici que je n'ai pas vues. Et il commence à changer son point de vue, il se déplace. Et il commence à voir le potentiel de mort et il se rend compte qu'en fait, cette ville est une ville profondément négative, profondément dangereuse. Si vous avez déjà lu le livre de Jules Verne, Paris au XXe siècle, ça fonctionne exactement comme ça. Au début, c'est présenté comme utopie, à la fin, ça devient présenté comme un cimetière. Je ne vais pas faire de jargon, mais vous voyez fondamentalement l'utopie et la contre-utopie ont une idée toute faite. Vous ouvrez le livre, vous savez que ça va être bien ou que ça va être mal. Quand vous commencez une dystopie, vous ne savez pas si l'univers qui va vous être présenté, cette société-là, si elle est bonne ou pas. Et il faut rentrer dans l'histoire. Il faut apprendre à changer de point de vue, à faire évoluer son point de vue. Donc l'utopie et la contre-utopie sont des lieux qui n'existent pas. Hein, on l'a dit au début. Vous savez comment on dit « lieu qui n'existe pas » en anglais? Nowhere, nulle part. Nulle part. Alors que la dystopie, elle dit attendez, nulle part, ça peut être ici, là, maintenant. Vous voyez, cette société où tout le monde évaluerait tout le monde, regardez, ça se passe déjà maintenant. Faites attention, ce nulle part, il est possible maintenant. Alors, il y a un petit jeu de mots, bien sûr. Butler, qui a appelé son texte Erewhon, Erewhon, vous voyez que c'est un anagramme de Nowhere. Nowhere, c'est l'utopie, la contre-utopie, ce qui n'existe pas. Et la dystopie, c'est une manière de dire, attendez, now, here, ici, maintenant, au XXIe siècle, dans notre société, il y a du potentiel de dystopie si vous n'y faites pas attention. Donc la dystopie, c'est un signal d'alarme. C'est une manière de dire, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous acceptez de prendre comme argent comptant tout le discours que certains vous tiennent en vous disant « tout est bien, tout est parfait, on va dans le bon sens », vous courez le risque de vous faire happer dans une contre-utopie. La dystopie, c'est le genre qui consiste à dire « attention, garde-fou ». Et en fait, je pense que ça a eu lieu dès la Renaissance. Il y a deux Renaissances, en fait. En France, on enseigne la Renaissance positive. On vous dit la Renaissance, c'est l'humanisme, c'est l'idéalisme. On privilégie la collectivité, le système, l'uniformité. Et effectivement, l'utopie, c'est l'idée qu'au nom du bien général, on a le droit d'imposer un projet collectif à tout le monde. Mais dès la Renaissance, il y a des gens qui sont des sceptiques, qui disent « attention, c'est dangereux d'imposer le même modèle à tout le monde au nom du bien général ». Et donc qui disent « nous, on n'a pas envie de privilégier la logique de système, on veut privilégier l'esprit d'hétérogénéité. On ne veut pas le principe d'uniformité, on veut un droit à la divergence, un droit à la différence. On veut avoir le droit de dénoncer les dangers de toute systématisation. Et c'est à ça que sert la dystopie. Donc pour moi, dès que le monde occidental contemporain, celui qui naît au moment de la Renaissance, se développe jusqu'à aujourd'hui, il porte en lui deux ferments, la tentation utopique de réaliser des idéaux pour le bien de tous et le besoin de se doter de contre-feux, de contrepoints, de contre-projets, en disant si on ne fait pas attention, si on ne se dote pas les armes, eh ben, on va nous imposer des systèmes et on n'aura plus le droit de rien faire et il sera trop tard. Alors bien sûr, je dis qu'elles naissent en même temps. Donc vous voyez, pour moi, l'utopie de mort, elle dit les deux choses à la fois. Elle dit, aujourd'hui, il y a de l'idéalisme et il y a du scepticisme. Il y a le besoin de mettre des systèmes pour tous et il y a le besoin de défendre le droit des individus à la liberté de penser. Alors, donc, dès la Renaissance, il y a déjà des dystopies. Chez Rabelais, il y a beaucoup de dystopies dans le tiers-livre ou dans le quart-livre. Mais bien sûr, si on regarde maintenant du XVIe jusqu'au XXIe siècle, pendant 3 siècles, du XVIe siècle au XVIIIe, c'est l'utopie qui domine. Parce qu'à ce moment-là, on croit quand même beaucoup plus au pouvoir de la raison.
On croit à l'humanisme, on croit au progrès des sociétés, on croit à la capacité de la raison de mettre en place des systèmes positifs pour tout le monde, on croit à la capacité constructive de la science et de la technologie. Donc on pense que l'humanité, elle va dans le sens du progrès. Donc effectivement, les genres dominants, le genre dominant, ce sera l'utopie. Et on voit apparaître quelques dystopies qui disent attention, attention. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont là quand même. Et puis, à partir du XIXe siècle, ça va s'inverser. L'utopie va commencer à perdre de son prestige et la dystopie va monter en puissance. Pourquoi? C'est assez facile. D'abord, quelques œuvres, pour vous donner une idée, effectivement, au début, vous avez beaucoup plus d'utopies, tout ce qui est en haut, et quelques petites dystopies en bas. Pourquoi ça change à partir du XIXe siècle? Je pense que vous le savez toutes et tous. Pour deux raisons. Une raison spatiale, une raison conceptuelle. La raison spatiale, c'est que du XVIe au XVIIIe ou au XIXe, on n'a pas encore recouvert l'espace de la Terre. On ne connaît pas encore la Terre. Donc on se dit, OK, notre société n'est pas parfaite, mais peut-être qu'il y en a une autre plus parfaite ailleurs. Donc il suffit de continuer à explorer, on en trouvera bien un jour le modèle idéal. Donc tant que du XVIe au XIXe, on continue d'explorer la Terre, on continue à se dire, on peut inventer de nouveaux modèles, ou on peut en créer de nouveaux. Tiens, on découvre les Amériques, ah ben tiens, on va aller créer de nouveaux types de communautés. Et on va créer des espèces de micro-communautés qui vont essayer de nouvelles façons de faire. À partir de la fin du XIXe siècle, il n'y a plus d'espace à découvrir. C'est fini, on a recouvert la Terre. Le seul qui reste, c'est la conquête spatiale, et d'ailleurs la conquête spatiale sera traitée comme l'utopie du XXe siècle. Ça, c'est la seule manière d'imaginer un transfert. Mais comme on n'a plus d'espace à découvrir, il n'y a plus de terra incognita, tout ce qui nous reste, c'est le temps. On ne peut plus se transposer dans l'espace, donc on va se projeter dans le temps. On va imaginer, non pas des sociétés à côté de nous, on va imaginer des sociétés devant nous. Donc on va commencer à se dire, qu'est-ce que nous serons dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et on voit bien que la dystopie, elle se joue dans ce moment-là. Au moment où on dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se joue ailleurs sur la planète, c'est ce qui va peut-être se passer demain. Et puis la deuxième raison, bien sûr, c'est que du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, d'abord, les quelques utopies qui ont été réalisées ont toutes été contre-productives. C'est-à-dire toutes les tentatives, alors ça peut aller du phalanstère de Fournier aux petites utopies qui ont été créées un peu partout en Amérique du Nord, aux grandes utopies en grande échelle, comme par exemple le communisme au début du XXe siècle, ont toutes failli. Toutes les expérimentations utopiques se sont transformées en dictature, en tyrannie, en excès. Elles ont fait la preuve de leur incapacité à devenir un modèle collectif. Et puis, bien sûr, tout le modèle positiviste auquel on croyait jusqu'à la fin du XIXe siècle est battu en brèche à partir du XXe siècle, pour des raisons politiques, les guerres mondiales, les génocides, les guerres de décolonisation, pour des raisons économiques, crise des ressources, choc pétrolier, choc financier, chômage de masse, pour des raisons sociétales, montée en puissance des communautaristes, des populistes, des théories du complot, des désastres écologiques, etc. C'est-à-dire que du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, on est sûr que l'humanité avance dans le sens du progrès linéaire. À partir du XXe siècle, on se dit non. Non, on a perdu confiance dans la capacité de la société à avancer. On commence à se désenchanter. Et donc la dystopie, elle accompagne ce moment-là. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il y a des dystopies partout, parce que nous sommes un millénaire profondément désenchanté. Ce n'est pas un hasard si la montée en puissance des dystopies s'accompagne d'une réflexion permanente du début du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle sur le déclin des civilisations, le déclin de l'Occident, la civilisation à l'épreuve. Peut-être certains d'entre vous ont lu le très intéressant et très stimulant ouvrage de Jared Diamond qui s'appelle « Effondrement », sur l'idée de dire que les civilisations, non, elles ne progressent pas vers l'idéal. Elles sont comme les êtres vivants. Elles naissent, elles grandissent, elles déclinent et elles disparaissent. Donc, effectivement, à partir du XIXe, les tendances s'inversent. L'utopie devient mineure. On en trouve très peu, quelques-unes aujourd'hui.
et vraiment pas beaucoup. Et on voit en revanche une montée en surpuissance des dystopies. Alors, je résume à ce stade. Vous comprenez que pour moi, la dystopie n'est absolument pas un sous-genre d'une sous-littérature populaire, science-fictionnelle, etc., qui serait une invention des éditeurs ou des libraires pour faire vendre des titres. La dystopie, c'est l'outil de pensée que l'Occident s'est donné à la seconde où il s'est dit « nous avons les moyens de prendre en charge notre destin ». Et ça commence à la Renaissance. Avant, l'homme ne pense pas qu'il a les moyens de prendre en charge son destin, il s'en remet à Dieu pour cela, et il remet son déterminisme à la transcendance. À partir de la Renaissance, on se dit « nous avons les moyens de construire nos sociétés ». Et là, de manière très fascinante, il construit à la fois un modèle perfectionniste, l'utopie, et un modèle de contre-feu, la dystopie. J'ai besoin d'avoir un horizon de pensée, une stimulation, une envie de me pousser au-delà des retranchements en proposant des modèles parfaits, et j'ai besoin de me protéger contre les dangers de toute systématisation. Donc à quoi sert la dystopie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut être lucide, elle nous dit qu'il faut être mesuré, elle nous dit qu'on a le droit à la différence et elle nous dit qu'on a le droit à la liberté. Le premier thème, il est politique. C'est l'idée de se dire, c'est pas parce que j'ai une bonne fin, au sens finalité, que ça justifie tous les moyens. Cette réflexion sur la fin et les moyens, elle a été développée par un certain nombre de théoriciens. C'est intéressant d'ailleurs que certains de ces théoriciens, comme Tard ou Huxley, aient écrit à la fois un ouvrage théorique sur la fin et les moyens et à la fois une dystopie. Tous les deux. Parce que ça disait la même chose. Au fond, ce que dit la dystopie, c'est les finalités de l'utopie, c'est très bien. C'est très bien de vouloir la liberté collective, c'est très bien de vouloir le bonheur pour tous, c'est très bien de vouloir l'égalité pour tous. Ce qui pose, c'est quand on va vouloir le réaliser au quotidien. C'est les modalités de la mise en œuvre. Dès que je commence à systématiser une finalité, je mets le doigt dans un engrenage. C'est ce que j'appelle le théorème dystopique. Ça va vous rappeler des souvenirs de carré de l'hypoténuse. F2 plus M2 égale R2. Je m'explique. Soit une société donnée, une société qui se donne un idéal. Connecting London, connecting you. Idéal d'hypercommunication. Une société contemporaine, ça doit être la capacité à pouvoir interagir les uns les autres, de n'avoir aucun outil qui nous sépare, d'être en hypercommunication. L'idéal grec de la polis, de la ville au sens de conglomérat citoyen. Ça, c'est pour la finalité. Oui, mais pour pouvoir faire de l'hypercommunication, il va falloir que je mette des caméras partout, de l'enregistrement partout. Il va falloir que je mette de la sécurité partout, qu'il y ait des gens, des gardiens qui regardent derrière les caméras, des gens qui enregistrent les traces. D'accord ? Donc, je vais basculer à la fin à l'hypersurveillance. Wanted. Attention, ici, il y a quelqu'un qui sort de la norme. Donc, au fond, le théorème dystopique, je le définis comme ça. Des fins louables plus des moyens discutables donnent des résultats contestables. Toute intention utopique, dès qu'on commence à la réaliser, débouche sur une systématisation dans laquelle s'engouffre le piège de la contre-utopie. Au fond, c'est le constat qu'en politique, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Vous pouvez décider d'ériger la stabilité en idéal de société. Je veux la stabilité pour tout le monde. Je veux la sécurité pour tout le monde. Je veux la communication pour tout le monde. Je veux l'harmonie pour tout le monde. Je veux le bonheur pour tout le monde. Je veux la vérité pour tout le monde. Soit dit en passant, ce sont les mots-clés des campagnes présidentielles. On vient d'ailleurs d'en entendre plusieurs. Et ce que nous montrent les dystopies, c'est que si vous voulez cet idéal, alors ça va avoir un coût. Ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le payer de l'autre. C'est l'idée que c'est un jeu toujours à somme nulle.
Vous voulez la stabilité, vous perdrez en égalité. Vous voulez la sécurité pour tout le monde, vous perdrez en liberté individuelle. Vous voulez gagner en communication, vous perdrez en surveillance. Vous voulez l'harmonie, vous perdrez en imaginaire. Vous voulez le bonheur, vous perdrez en conditionnement, etc. C'est l'idée de se dire, à la seconde où je commence à systématiser un idéal pour tout le monde, je vais nécessairement imposer une contrainte sur chacun. Et donc, je vais perdre d'un côté ce que j'ai gagné de l'autre. Deuxième constat. Eh bien, c'est la prise de conscience que l'un des outils qui a été le plus valorisé par l'Occident dans sa recherche du progrès, la science et la technologie, ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, l'Occident s'est construit sur l'idée que la science était la condition du progrès des civilisations. Pour deux raisons, parce que c'est une abstraction, donc une conceptualisation, et une modélisation, capacité de modéliser le réel. Ce que montre la dystopie, c'est que dès que je systématise, j'uniformise, je standardise. Si je modélise, je transforme, je déforme, donc je détruis. Et beaucoup de dystopies aujourd'hui disent ce que vous avez gagné du côté de la logique, du technologique, vous l'avez perdu du côté de l'écologique, de l'organique. C'est le vieil antagoniste de la culture et de la nature. D'où un thème qui est très fréquent aujourd'hui, le thème du post-apocalyptique. La crainte de se dire, si nous continuons comme aujourd'hui, si nous laissons la science se développer, la science et la technologie se développer sans la moindre barrière, sans le moindre contre-feu, sans le moindre contrepoint, nous arriverons à des univers ou à des sociétés d'où aura été banni tout le processus vital à l'intérieur duquel nous sommes développés jusqu'à présent. Ça, c'est un des thèmes qui touche le plus les jeunes générations. Les jeunes sont très friands de ces choses-là. Vous savez d'ailleurs que les jeunes générations aujourd'hui sont très engagées sur les questions de défense de l'environnement. Le troisième thème, c'est le besoin de différence. Au fond, les dystopies, aujourd'hui, ont fait le constat suivant. Dans notre monde globalisé, il y a de moins en moins de différences. On est dans l'ère du formatage idéologique, de la standardisation économique, un seul modèle, de l'uniformisation culturelle. Tout le monde s'habille pareil, tout le monde écoute la même chose, de la pensée unique. Tout le monde a globalement les mêmes idées. Et donc, beaucoup de dystopies vous montrent des sociétés qui disent, ben voilà, on a imposé le même modèle de beauté pour tout le monde, le même modèle de bonheur pour tout le monde, le même modèle de lien social pour tout le monde. Et d'autres, en revanche, essayent de revendiquer le droit à la différence de pensée, la différence d'origine, la différence de physique, la différence de... On voit beaucoup de dystopies, par exemple, qui mettent en scène des gens en situation de handicap et qui revendiquent leur handicap comme une façon de se sortir du formatage et de l'uniformisation sociétale qui nous caractérise. Dernier exemple, probablement le plus significatif, à mon avis, de la portée de la dystopie, c'est la dimension philosophique. La grande question que tout le monde se pose depuis toute éternité, c'est qui sommes-nous ? Comment sommes-nous ce que nous sommes ? Est-ce que nous sommes ce que nous sommes parce que nous l'avons voulu ou parce que la société nous a voulu comme ça ? Est-ce que je suis le produit de ma famille, de mon groupe social, de mon environnement, ou est-ce que je suis ce que j'ai décidé d'être ? Pas évident. Pas évident. Et on voit que l'utopie, elle est plutôt du côté du déterminisme. Les choses sont jouées d'avance. La collectivité est plus forte que l'individu. Puisque l'utopie, elle sait mieux que les individus ce qui est bon pour eux. Alors que la dystopie, elle est du côté de la détermination. Ah mais non, moi j'ai envie de relancer mes dés, j'ai envie d'orienter mon destin. Dans beaucoup de dystopies contemporaines, le personnage dit moi je refuse de rentrer dans
dans le choix que la société m'impose. Beaucoup de dystopies lues par les jeunes mettent en scène des jeunes qui disent « Moi, je ne veux pas rentrer dans les cases de la société. Je veux modifier le cours de mon destin. C'est à moi de choisir, ce n'est pas la société de choisir pour moi. » Alors, j'arrive à une dernière idée qui probablement va vous surprendre, peut-être va déranger mon hôte, et lui faire regretter de m'avoir invité, mais qui pour moi est une chose très importante à dire. Il est très frappant que tous les adolescents et les jeunes adultes aujourd'hui, à l'échelle de la planète tout entière, soient fascinés par les dystopies. Je pense que ce n'est pas un hasard. Vous l'avez vu tout à l'heure, ils en consomment dans leurs livres, dans leurs séries télé, dans leurs films, dans leurs jeux vidéo, dans leur musique, dans leur quotidien. On commence maintenant à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que l'adolescence? C'est le moment où on est écartelé entre deux temporalités. D'ailleurs, vous savez que l'adolescence est la seule catégorie d'âge qui n'a pas de définition. On ne dit jamais à l'adolescent qui il est. On lui dit qui il n'est pas. On lui dit « tu n'es plus un enfant, mais tu n'es pas encore un adulte. Donc tu n'as pas d'identité en tant que tel. Tu es entre deux. » Et donc l'adolescent, il se perçoit comme écartelé entre l'enfance, qui était un idéal un peu utopique, entre le monde adulte, qui est quelque chose qui lui fait peur, l'équivalent d'une contre-utopie. Donc lui, il est dans un temps de crise, d'hésitation, de doute, dans lequel il se dit « comment je construis mon identité ?» Donc, le jeune, il a besoin d'un modèle intellectuel et culturel qui lui permette de penser son identité dans les sociétés d'aujourd'hui. Et la dystopie le lui offre. Donc, ce sera le premier point sur lequel je conclurai. J'en aurai un deuxième. L'immense tentation des adultes aujourd'hui, notamment des adultes prescripteurs, je veux dire par là des gens qui interviennent dans le domaine de l'éducation et de la culture, est de rejeter le modèle culturel des jeunes en disant « ça n'est pas le bon modèle. C'est un modèle immature, illégitime, ludique, futile, insignifiant. » Je pense, moi, que les jeunes générations, vers la fin du XXe siècle, pour une raison très évidente qui est l'apparition de l'Internet, donc la systématisation des réseaux sociaux, donc la capacité pour un jeune de se retrouver dans une communauté à l'échelle planétaire, vos cercles, nos cercles, se comptent en centaines, quelques milliers de personnes, leur cercle se compte en centaines de millions de personnes. Donc ils ont décidé de se construire leur culture. Ils n'ont plus besoin de nous. Tout enseignant le sait, s'il y en a dans la salle, ils construisent leurs univers et ils vont chercher la culture qui répond à leurs besoins. Et justement, la dystopie répond à leurs besoins, parce qu'elle leur donne un modèle de ce qu'ils ont besoin de penser. Donc, c'est ma première conclusion. Notre mission aujourd'hui d'aînés, ça n'est pas de couper les ponts. Ça n'est pas de nous enfermer dans notre tour d'ivoire en disant « nous sommes les défenseurs d'un modèle culturel qui a fait ses preuves pendant 20 siècles, et c'est celui-là que nous devons leur imposer et nous devons rejeter ce qu'ils font ». Nous devons absolument chercher à les comprendre, à les connaître et à nouer des passerelles avec eux. Sinon, les deux mondes vont s'éloigner de plus en plus, parce qu'ils n'auront plus besoin de nous. Donc moi, je pense que notre mission fondamentale, c'est de dire non, non, votre culture et notre culture ne sont pas si éloignées que vous le croyez. Elles sont beaucoup plus proches, elles ont beaucoup plus d'affinités. D'ailleurs, vous voyez cette dystopie que vous lisez aujourd'hui, eh bien, elle a commencé dans le XVIe siècle, qui, moi, m'a constitué. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas si éloignés que ça. Nous avons les moyens de nous comprendre. Et donc, je pense que c'est une importance considérable.
le second élément de ma conclusion, c'est de dire, beaucoup de gens se disent qu'il faut avoir peur de la dystopie. La dystopie, c'est sombre, c'est inquiétant, c'est dérangeant. Pas plus tard que tout à l'heure, en amont, des gens me disaient, un peu avant cette conférence, nous, on a un peu peur de regarder des dystopies parce que, en fait, ça nous dérange beaucoup dans nos habitudes. Mais je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire. Nous sommes dans un monde dans lequel la tentation d'oublier le réel est devenue immense. Regardez le nombre de gens qui remplacent les faits par des fictions, des récits de substitution, les récits politiques. Vous avez entendu les états-majors commenter les résultats du premier tour en disant on n'a peut-être pas choisi le bon récit. Les histoires alternatives, les théories du complot, les révisionnismes. Nous sommes entourés de gens qui se disent « j'ai pas envie d'affronter le réel, je préfère m'évader dans les fictions ». Eh bien, la dystopie, c'est ce qui nous rappelle tout le temps à l'exigence du réel. Comme le disait Camus, il disait « la révolte joue le même rôle que le cogito de Descartes, je pense donc je suis. La révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. » Eh bien, la dystopie, c'est exactement ça. Elle sert à ça. La dystopie, c'est je refuse le prêt-à-penser. Je refuse qu'on me dise ce qui est bien pour tout le monde. J'ai besoin d'être d'accord moi-même. J'ai besoin d'avoir le droit de la réflexion au lieu qu'on m'impose la dictature au nom de ce qui est mieux. J'ai besoin d'apprendre à changer mes regards, à changer mes perspectives, à faire un pas de côté, à me dire « bon, pour l'instant, ça, je trouve ça bien. Et si on systématisait, est-ce que ce serait aussi bien que ça ? Est-ce que si ça devenait le modèle de vie de toute la planète, est-ce que ça m'irait aussi bien que je le crois ? Peut-être pas. Donc, recourir à la dystopie, c'est exercer son regard critique. C'est accepter, c'est faire de la confrontation des points de vue une habitude de penser, une façon de se comporter dans le monde. Au fond, c'est à la fois respecter le collectif et à la fois affirmer son identité. Donc, pour parodier le cogito de Descartes auquel faisait allusion Camus, je dirais « je dystopise, donc je suis ». Je dystopise, c'est aujourd'hui la meilleure manière d'affirmer son identité dans un monde en fragilité, de ne pas céder aux sirènes du prêt-à-penser et de continuer à tenter de concilier l'exigence de progrès et l'exigence de lucidité. Je vous remercie de votre attention. Ça va ? Pas trop disruptif ? Ça va ? Ça va ? J'ai noté plein de choses. Je pensais J'espère, pardonnez-moi, j'espère que ça a changé le regard que vous pouviez porter sur la dystopie. Vous voyez, moi, j'ai des vieux parents à qui je raconte ce que je fais. Donc, récemment, j'ai fait un livre sur la dystopie, donc je leur ai offert. Donc, ils ont essayé de le lire, ils m'ont dit, on n'a rien compris. Est-ce que tu peux nous résumer ? Donc, j'ai essayé de résumer le livre. Et ils m'ont dit, ah oui, ok, ah oui, c'est de la science-fiction. Non, je pense que c'est plus important que ça. Je pense que c'est plus important que ça. Et il se trouve qu'en même temps, j'ai des jeunes fils qui sont, eux, à l'âge des études, et qui me disent, mais c'est incroyable, dans ton livre, tu parles des choses que nous, on lit tous les jours, et qu'on regarde tous les jours. Donc je pense que, vous voyez, non mais ce qui est quand même intéressant, on est parti de ça, hein, à la base. Quand j'ai commencé à travailler sur les dystopies, je pensais que c'était un truc d'ado, que c'était, voilà, ce qu'ils lisaient aujourd'hui, ce qu'ils regardaient, ils avaient besoin de ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y en avait partout. Hein, vous voyez, j'ai vu... en fait, quand j'ai fait mon petit slide, ma petite diapositive sur les prix Nobel, j'ai été obligé de choisir parce qu'en fait, j'aurais pu en trouver 50.
C'est-à-dire que tout prix Nobel, d'une certaine manière, a eu besoin d'écrire à un moment de sa vie une dystopie. Or, vous savez ce que c'est qu'un prix Nobel? C'est quelqu'un qui est récompensé parce que son œuvre parle de l'humanité, a un message à dire à la société d'aujourd'hui. Et tous les prix Nobel ont eu le besoin d'écrire ça. Donc je pense que ce n'est pas une forme mineure, je pense que c'est une forme majeure de la pensée. C'est un passage obligé. En tout cas, merci beaucoup parce que moi, je dois dire que j'avais beaucoup d'a priori, comme sûrement tous. Et je me disais que moi, la dystopie, c'était à côté. Voilà, c'était à côté de ce que j'avais l'habitude peut-être de lire, de voir au cinéma. Et puis, j'ai des enfants qui sont adolescents, jeunes, et j'ai retrouvé des films, des livres qu'ils voient, qu'ils ont. Mais finalement, j'en ai retrouvé que j'ai moi-même lu quand je regardais une des premières slides que vous avez montrées. Le meilleur des mondes, c'est mon professeur de français qui nous a demandé de le lire. 1984, pareil. Et je me dis, finalement, voilà, dans l'enseignement aussi, pour certains professeurs, enfin vous nous le direz, puisque vous intervenez auprès des professeurs, on a les classiques, alors ça on les a bien en tête, et puis finalement il y a tout ce qu'on lit, tout ce qu'on peut voir comme film qui nous aide au fur et à mesure, et même adultes, à pouvoir déterminer nos analyses, à pouvoir continuer à réfléchir, continuer à développer notre réflexion, et c'est pas ça ou ça. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je pense que ça m'a permis ce soir, en tout cas en vous écoutant, de ne pas avoir ces idées peut-être trop arrêtées, a priori, encore une fois, mais de pouvoir se dire que voilà, on a une constitution qui peut être bien plus diversifiée que l'idée qu'on peut en avoir. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous en avez retenu ce soir, mais je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Est-ce que vous avez des questions, les uns ou les autres? En tout cas, sur un sujet qui n'était pas simple, on a tous suivi. Donc, vous avez abordé les choses avec beaucoup de pédagogie. Ça va? Oui, je vous en prie. Oui, bonsoir. Et merci pour cet exposé extraordinaire. Est-ce que la dystopie ne peut pas conduire à un moment ou à un autre à de l'utopie? À de l'utopie. Bien sûr. Bien sûr, je pense que... C'est un cycle. C'est un cycle, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne devait pas être une opposition, ça devait marcher la main dans la main. Elle met en évidence les dangers de toute systématisation, mais en même temps, elle nous redonne l'envie de réinventer autre chose. Donc, d'ailleurs, dans beaucoup de dystopies lues ou vues ou appréciées par les jeunes générations, très souvent, les jeunes générations reconstruisent un nouveau modèle derrière, un nouveau modèle utopique, bien sûr. Donc c'est un cycle, naturellement. C'est pour ça que c'est tout à fait différent de la contre-utopie. La contre-utopie, c'est bloqué, c'est une aporie, ça s'arrête là. Alors que là, c'est une envie de continuer. Mais puisque j'ai encore le micro pendant quelques instants, je voudrais vraiment insister sur cette idée qui m'est très chère, parce que vous m'avez demandé ce que pensaient les professeurs. Nous venons d'un monde qui s'est construit sur l'idée que les valeurs, qu'elles soient politiques, éthiques, morales, culturelles, se transmettaient verticalement de génération en génération. Et globalement ne se discutaient pas, s'enchaînaient. Donc à toutes les époques, les jeunes se sont révoltés contre les plus vieux, mais globalement, le modèle se perpétuait. Je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, on est dans un changement de ce paradigme-là. Que c'est un peu comme si les continents s'étaient dissociés, détachés et dérivent, chacun de leur côté. Donc je pense que ça pour moi, c'est très important. Je vois beaucoup de professeurs qui disent « Moi, je refuse d'entendre parler de ça. Je ne veux pas en entendre parler. Ce n'est pas de la culture. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas ce qu'on a formé. » Je pense qu'ils verront le monde jeune s'éloigner d'eux.
et ils n'auront plus rien à leur dire. Moi, je crois que ce qu'il est fondamental aujourd'hui de se dire, c'est non pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, l'un avec l'autre, l'un à partir de l'autre. Et du jour, vous savez, moi je travaille avec des jeunes, et je leur montre que le modèle, ça c'est quelque chose qui va vous... Vous avez déjà entendu parler du livre qui s'appelle Hunger Games ? Hein, c'est une des dystopies qui a été les plus lues dans le monde, 500 millions de lecteurs. Le livre préféré de l'auteur de Hunger Games, qui est une jeune femme, très jeune femme, puisqu'elle avait 16 ans quand elle a écrit le livre, et à 16 ans, elle a produit 500 millions de lecteurs. Bon. Son livre préféré, qu'elle mourait d'envie de réécrire, c'était Germinal de Zola. Alors quand je dis ça à des jeunes, ils tombent des nues, ils me disent « Monsieur, si j'avais su, je l'aurais lu quand on me l'a donné au lycée. » Donc c'est, au fond, il ne s'agit pas de rejeter notre héritage culturel au profit de leur nouveauté culturelle. Il s'agit de leur montrer que de l'un à l'autre, il y a des liens et des passerelles et des transitions, et que c'est en se comprenant qu'on grandit ensemble, au lieu de s'opposer et de s'exclure. Oui, une petite... Merci pour cette conférence et ces éclairages très enrichissants. Une petite réflexion qui me vient là, sur votre dernière conclusion sur « je dystopise, donc je suis ». Est-ce que le changement de perspective que peuvent apporter des auteurs ou des adeptes de la théorie du complot pourrait avoir une contribution utile à la société ? Est-ce que ce changement de perspective peut être utile à la société d'une certaine manière ? C'est une très intéressante question, très stimulante, et il va être difficile de répondre en quelques mots. Pourquoi ? Parce que ça nous emmène sur un autre champ, un terrain légèrement différent. Je suis désolé, je vais être obligé d'utiliser un nouveau gros mot, à savoir la notion d'uchronie. Uchronie. Ah, c'est pas si éloigné que ça. Vous avez tous maintenant intégré utopie, le non-lieu. L'uchronie, c'est le non-temps. L'uchronie, c'est le genre qui consiste à réinventer la réalité autrement. Par exemple, c'est le genre littéraire qui consiste à dire « Imaginons quelques instants que Napoléon a gagné Waterloo et imaginons ce que serait l'Europe aujourd'hui. Imaginons que l'Allemagne ait gagné la Deuxième Guerre et essayons de se demander ce que le monde serait aujourd'hui. » L'uchronie, c'est le genre... Pour moi, dystopie et uchronie fonctionnent ensemble. C'est les deux outils de survie de la civilisation. C'est les deux clés par lesquelles on a réussi. La dystopie, c'est le changement de perspective. Et l'uchronie, c'est le mode de pensée qui consiste à dire « et si ?» Et si quelque chose d'autre s'était passé ? Une toute petite parenthèse, pour que vous n'ayez pas l'impression que je divague totalement, pas totalement, l'uchronie est un des modes de pensée les plus généralisés. Vous faites tous de l'uchronie tous les jours. À la seconde où vous vous dites « Ah, j'aurais dû acheter celui-là et pas celui-là », et que vous commencez dans votre tête à vous imaginer ayant fait un autre choix, vous comprenez ce que je veux dire ? Dès que vous repensez votre quotidien en vous disant « Tiens, si au lieu d'aller à gauche, j'étais à la droite. Tiens, si je lui avais parlé dans le métro, ou si j'avais choisi cette personne-là plutôt que cette personne-là, et ainsi de suite », vous faites de l'uchronie tout le temps. Donc, je pense que l'être humain a besoin d'alternatives au réel. C'est fondamental. Ça structure le développement. Si je ne peux pas être juste dans le réel, parce que ce n'est pas si facile que ça d'être dans un cadre où je ne peux plus rien changer. J'ai besoin, par la pensée, de m'échapper, d'inventer des alternatives. Donc, certaines alternatives sont des romans, les romans uchroniques où on imagine le monde gagné par les nazis ou le monde dominé par Napoléon, etc. Et certaines de ces alternatives sont les alternatives politiques. Les théories du complot, les fake news, les révisionnismes sont des uchronies. C'est ce réel ne me plaît pas, je vais en proposer un autre qui, de mon point de vue, donne plus de sens.
Donc je pense que la réponse à votre question est, aujourd'hui, le monde n'arrête pas de fabriquer des alternatives. Donc notre métier de médiateur, d'éducateur, de parents, d'enseignants, de médiathécaires, c'est de donner aux gens, et en particulier aux jeunes générations, la capacité de discriminer entre les alternatives, de se dire laquelle est plus recevable qu'une autre, laquelle est plus crédible qu'une autre. Donc, ça ne me choque pas qu'il y ait autant de théories du complot. C'est dans l'ordre des choses. L'être humain a besoin de s'inventer tout le temps des alternatives. Ce qui est en revanche fondamental, c'est que puisqu'il y en a autant, et puisque les jeunes sont autant tentés par ça, c'est comment leur apprendre à trancher entre toutes ces alternatives. Je vous en prie. Si on pense à Poutine actuellement, qu'on va nommer comme dictateur, non, je préfère pas. Je parle assez fort. Oui, je ne vous inquiétez pas. Et donc, si on pense à Poutine, qui est donc le dictateur actuel, 1-2. Peut-on parler disons, de stratégie dystopique dans sa façon de mener la guerre, etc. Ça nous ramène à la question qu'on vient de... Le principe, la stratégie mise en... Alors, j'outrepasse un brin mes prérogatives, hein, soyons clairs, je ne suis pas un politologue. Je peux vous donner mon avis de citoyen modérément éclairé, pas plus que ça. Hein. Alors pour le coup, autant sur ce que je disais avant, j'ai à peu près une idée de ce que je dis, autant là, je crois pas. Mais je suis très frappé par le fait que la stratégie d'expansion militaire de la Russie se construit par des récits. On propose un scénario. Scénario numéro 1, eh bien, il existe dans ce pays des nazis, des dictateurs, des trucs comme ça, donc nous allons... Mais de manière générale, vous savez, c'est exemplifié par Poutine. Mais c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui la quasi-totalité des régimes politiques. Ils proposent des narrations. Encore une fois, hein, écoutez bien la campagne. Lisez les discours des défaits du premier tour et lisez les discours des candidats en place. Le mot-clé, c'est la notion de récit. C'est incroyable. On parle de politique, c'est-à-dire de réel, et ils vous parlent tous de narration, de narratif. On n'a pas eu le bon narratif. Ou alors il faut qu'on trouve le bon narratif. C'est-à-dire, ça veut dire, il faut qu'on trouve le récit qui va plaire au plus grand nombre de gens. Donc il n'y a pas que Poutine qui le fait. Ça se fait ici. C'est un peu plus exagéré. Mais aujourd'hui, les rapports humains se règlent par voie de narration. Donc il faut apprendre aux jeunes à savoir comment gérer les narrations et comment discriminer entre les narrations. Je vous propose qu'on puisse continuer à échanger avec vous autour de la dédicace de votre livre, un petit peu plus haut, et d'échanger autour de... Petit en ce cas. Autour d'un verre aussi, puisqu'on y est dorénavant autorisé. Et puis je vous donne rendez-vous donc prochainement le 12 mai. Mais on vous rejoint au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville tout de suite. Merci beaucoup, on peut vous applaudir à nouveau.